Je vous préviens, résister provoquera votre mort. Va te faire huiler! Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, ça y est, oui, il est sorti, l'opus ultime de la franchise dont on ne parle jamais vraiment trop, et que pourtant on adore presque tous, à savoir Mission Impossible, et qui est le parfait curriculum vitae de Tom Cruise de ces dernières années. Donc voilà, le mec de toute façon, de par son implication au tournage et au vu du résultat, surtout quand monsieur décide de jouer sa vie dans des cascades toutes plus dingues les unes que les autres, il est devenu lui-même presque l'un des derniers représentants d'une catégorie de stars iconiques qui sont en voie de disparition. Et perso, moi, ça me fait plaisir parce que ça montre aux autres acteurs, et notamment aux plus récentes générations, ce qu'il faut pour pouvoir s'imposer dans le game. Donc, Mission Impossible Final Reckoning, suite directe de l'épisode 7 qui était sorti en 2023, et dont, effectivement, là, la sortie a été repoussée à cause de la crève hollywoodienne, impactant notamment sur le tournage, mais aussi sur la dispo des acteurs du film. Néanmoins, même s'il le nie, j'ai vraiment du mal à croire que cette période contradictoire au sein d'Hollywood n'a pas également eu un impact direct sur le scénario, tant le film s'écarte vraiment du schéma de la première partie. Et je cache pas que, pour moi, ça a été une séance extrêmement déroutante, parce que je voulais absolument l'aimer, ce film. Et croyez-moi, ça n'a pas été désagréable pour autant, loin de là, mais les défauts clairement visibles révèlent un film qui est quand même assez bancal sur bien des aspects, qui font que ce n'est pas la conclusion d'une aussi grande saga que, en tout cas, moi j'en espérais. Mais bon, on va quand même doser un petit peu, je vais pas non plus caractériser le film de bouse ou autre qualificatif peu gratifiant, comme j'ai pu le voir, ou entendre surtout de la bouche de certains confrères youtubeurs. Si ça, effectivement, c'est une bouse, revoyez les blockbusters de ces 15 dernières années, qui n'ont, pour certains, pas eu droit de se faire traiter de la sorte, alors qu'ils l'auraient largement mérité, à mon sens. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bon, oui, après, voilà, tous les goûts sont dans la nature, c'est comme ça. Après, évidemment, c'est quand même très perfectible par rapport au reste de la saga. Donc, 4e fois que notre cher Tom Cruise retrouve Christopher McQuarrie sur la franchise, donc de vrais inséparables tous les deux. Et donc, conséquence du 7e épisode, mais pas que. Mais bon, ça, on va y venir. D'ailleurs, un 7e volet que j'avais trouvé super intéressant dans le fond, notamment pour sa thématique de la menace de l'intelligence artificielle qui offrait un véritable méchant à la hauteur de Ethan Hunt et de son équipe, mais qu'on ne voit pas, c'est ça qui était génial, que toutefois, moi j'ai trouvé bien moins intéressant dans la forme. Alors, non pas que ce soit mal shooté, mais juste que la générosité en termes d'action et de rebondissement n'excluait pas d'être moins percutant que sur les autres films de la franchise. D'ailleurs, j'envisage dans les jours à venir de faire un top, donc un classement de cette franchise. Donc j'avais autant de crainte pour ce dernier opus d'être vraiment dans la continuité du 7e que d'espérance de pouvoir boucler la boucle en comblant justement les lacunes de la première partie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai jamais dans cette franchise ressenti autant d'ambiguïté qu'à travers cet opus. Mais autant dans la forme que dans le fond. Parce que il nous sort clairement de notre zone de confort, et ce dès le début. Ce qui va notamment permettre à McQuarrie vraiment de s'adonner à mettre en scène des choses nouvelles, notamment en termes d'atmosphère, mais ça va également mettre en lumière ses limites sur la gestion de l'histoire. Donc effectivement, le début se présente comme une rétrospective en guise de piqûre de rappel, qui déjà en termes de narration visuelle n'est pas dans l'esprit qu'avait insufflé la franchise, et encore moins McQuarrie lui-même. Et dès cette intro, j'ai compris qu'en fait, on n'aurait pas du tout affaire à la même tonalité. Après, perso, moi je l'ai accepté. Mais pour celui qui n'est pas adepte de tels changements, ça risque de piquer. Donc une rétrospective à la gloire de Ethan Hunt, le sauveur du monde qu'il est, flattant limite par instant aussi l'ego de Tom Cruise lui-même. Et le film le fait d'ailleurs assez souvent, donc le porter en figure messianique, avec même à un moment une allusion à Noé. Donc là aussi, si vous n'êtes pas adepte de l'ego trip de Tom Cruise, vous risquez de la sentir passer, très clairement. Alors formellement, j'ai pas grand chose à dire.
du film. Voilà, c'est toujours super bien shooté, toujours avec cette envie de jouer au max sur le practical pour gagner en authenticité. Voilà, comme la scène de l'avion ou même dans le sous-marin qui va vraiment convoquer les techniques de Nolan sur Inception, notamment pour la séquence du couloir tournant. Donc c'est hyper impressionnant et on est toujours au plus proche de l'action tout en gardant vraiment une parfaite lisibilité de celle-ci. Donc oui, c'est très fluide et surtout McQuarrie joue sur tous les tableaux pour vraiment booster l'atmosphère ultra anxiogène des scènes, voilà, en sollicitant nos sens. Je reviens sur la scène du sous-marin. Entre la musique très atmosphérique, l'éclairage, les objets qui contribuent à faire de cet environnement un casse-tête géant impossible, voilà, on est pris. Et même si on sait que, bon, bah oui, Ethan Hunt ne mourra pas, évidemment, hein, on en a littéralement le souffle coupé. Si on fait toutefois abstraction de la finalité de cette séquence du sous-marin, qui trébuche mais carrément dans le domaine du ridicule, là c'est vraiment dommage. Le problème c'est que McQuarrie, en fait, il étire trop ses scènes sur la longueur, au même titre que tout le film d'ailleurs. Ce qui fait que le métrage est effectivement trop long pour ce qu'il a raconté. Voilà, 3 heures, je dirais même que, voilà, très clairement, c'est presque 30 minutes de trop. Tout y est trop surligné et le film surtout tombe même dans le syndrome Tenet. Parce que oui, le film est vraiment truffé de syndromes qui peuvent être bien, comme un peu moins. Et celui-ci, le syndrome Tenet, c'est quand il y a une séquence d'exposition ou d'explication, en fait ça étire afin d'habiller un plan ou un propos parfois un peu débile dans un déguisement vraiment de fausse complexité. Donc tout devient compliqué inutilement, là où les autres opus en fait savaient être chiadés mais suffisamment limpides, et ça peut nuire à l'expérience. Donc oui, le film est bavard, mais bon, la franchise a toujours été un peu comme ça. Maintenant, McQuarrie a eu la main un peu lourde en la matière quand même. Pareil, la gestion des personnages, elle devient parfois un peu bancale, hein, et carrément à un moment elle nous fait oublier voilà, que l'agence Mission Impossible, en fait, ce n'est pas que Ethan Hunt. Hein. Alors heureusement, passé les 2 tiers du film, voilà, on revient à l'esprit d'équipe avec cette tension sous chronomètre. Alors dommage quand même que ce soit au service d'un final particulièrement long. Là encore, alors qu'il est censé quand même caractériser une séquence de seulement 20 minutes dans l'histoire. Donc voilà, trop d'intrigues condensées dans un moment restreint dans le temps. En général, c'est casse-gueule. Et là, j'avoue que malheureusement, ça manque pas. D'autant qu'en plus, alors ce qui n'aide pas, c'est la séquence ultime d'action, donc qui tourne là encore à l'interminable pour faire l'apologie du melon du cascadeur Tom Cruise. Alors ok, c'est génial, et c'est complètement fou, mais réduisez un peu le truc parce que là, ça nuit au climax général. Et c'est vraiment dommage parce que le film reste vraiment un monument de tension perpétuel, hyper efficace. Voilà, ça retombe que très rarement. Et puis à la fin du film, tu ressors pas avec le sentiment d'avoir été ménagé en la matière. Donc ensuite, comme je parlais de syndrome, il y a également celui que l'odieux connard avait baptisé le syndrome Patrick Jane. Donc vous savez, le fameux mentaliste, donc celui qui en fait, à chaque épisode de la série, peut résoudre l'intrigue parce que il avait une copie du scénario dans sa poche. Ah ce film s'en est imprégné, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout est anticipé, quoi. Absolument tout. Et notamment, le plan de Ethan Hunt pour pouvoir résoudre la mission et les enjeux, il est basé sur un enchaînement de missions et de circonstances totalement tarabiscotées et clairement improbables, mais qui ne tiennent vraiment qu'à un fil. Et dont normalement le moindre gravier dans les rouages devrait littéralement faire péter toute la mécanique du dit plan. Et des graviers, ça n'en manque pas dans le film. Mais sauf que, en fait, malgré tout ça, en fait, tout était planifié. Et il n'y a rien qui peut faire capoter le plan. Il n'y a rien qui l'entrave. Alors oui, je suis d'accord, c'était déjà un peu le cas dans les opus d'avant. Mais là, vraiment, on atteint un level et ça nuit vraiment à l'ensemble. Toutefois, le film fait également état d'un autre syndrome que j'ai appelé le syndrome Spectre, en référence justement au 3e James Bond avec Daniel Craig, à savoir que le film implique que tout était interconnecté. Voilà, dans la saga 007, Blofeld était à l'origine de tout ce qu'avait vécu James Bond dans les 3 opus précédents. Et
malheureusement, ça ne marchait pas, parce que les connexions, en fait, étaient extrêmement foutraques. Voilà, c'est une méthodologie qui est très risquée de jouer à ça, voire même carrément double tranchant. Et bizarrement, là où ce Mission Impossible Final Reckoning semble faire état de défauts à vouloir se la jouer trop complexe, pour rien, à seule fin de faire durer le film 3 heures, en fait, le syndrome Spectre, lui, dont il est question, fonctionne quand même plutôt très bien, parce qu'il essaie de trouver une certaine logique et de l'équilibre dans les fameuses connexions. Donc on convoque les événements de chaque opus, avec bon, plus ou moins d'importance, hein, la part belle étant pour notamment le 3 et évidemment le 1, qui reste vraiment le chef-d'œuvre de la saga, jusqu'à carrément refaire appel à un personnage. Même si par contre, bon, on essaie de coller un lien avec Jim Phelps qui est un peu placé au forceps. Alors bizarrement, je crois que le seul film avec lequel il ne fait pas véritablement de lien, en tout cas j'ai pas vu, mais bon, peut-être que j'ai loupé quelque chose, alors dites-le moi d'ailleurs dans les coms, hein, si effectivement c'est le cas. Je crois qu'il ne fait pas de connexion avec le second opus de John Woo. Mais oui, le fait que tout se recoupait et de manière assez logique, alors que rien de tout ça n'était prévu au départ, hein, quand ils ont sorti les films précédents, moi j'ai trouvé le concept assez propre. En revanche, gros problème sur l'antagoniste. Donc oui, on retrouve Gabriel, encore une fois, qui déjà n'avait pas été assez bien présenté dans l'opus précédent, et puis l'acteur, pour moi, ça ne marchait pas. Et là, il n'y a rien qui lui rend service, quoi. Il en devient même caricatural, c'est-à-dire qu'il grimace, il rigole, il fait des vannes, alors que toi, tu attends quelqu'un de quand même sérieux, quoi. C'était le mec qui se faisait un petit peu... le relais de l'intelligence artificielle, un petit peu l'élu de l'antagoniste, quoi. Et déjà qu'effectivement, il ne fonctionnait pas beaucoup dans l'opus précédent, alors là, c'est complètement aux fraises. Quant à l'intelligence artificielle, donc la fameuse entité, comme il l'appelle, alors, elle est présente, elle est menaçante et vraiment pose les enjeux, mais colossaux de l'histoire, et puis, de surcroît de la mission. Donc voilà, l'avenir de l'humanité en dépend, mais avec un chronomètre collé dessus. Et le problème, c'est que dans le set, ce qui était génial, c'est que sans être matérialisé, on en ressentait le poids, et notamment le poids de ses décisions. Elle voyait tout, elle savait absolument tout, elle pouvait agir indirectement par le biais d'éléments extérieurs à chaque instant, et notamment à travers divers personnages. Donc ça, c'était vraiment le coup de génie du 7e épisode. Et ici, en fait, on est presque plus dans la course au MacGuffin que dans la mission de détruire un ennemi. Et c'est dommage. Alors pareil, un point sur lequel j'ai tiqué, c'est la musique. Alors bon, on sait que c'est toujours Lorne Balfe qui est à la composition, et que bon, il avait déjà un petit peu, depuis Fallout, singé un peu le style de Hans Zimmer, mais bon, en cela, moi, ça me gênait pas tant que ça marchait. Mais sauf que là, bon, si on fait abstraction de la musique dans la scène du sous-marin, qui elle est vraiment oppressante pour créer cette atmosphère dérangeante, voilà, de la nuit des fonds marins, sa pression et sa solitude, ça marche du tonnerre, ce moment-là. Malheureusement, pour le reste, là encore, c'est trop surligné musicalement, quoi. Ça en devient limite envahissant. Et moi, par exemple, je l'ai vu en Dolby Atmos, ça te pète aux oreilles. Ouah, ça devient limite excessif et dérangeant, quoi. Bon, évidemment, le point fort du film, c'est Tom, hein, toujours fidèle à lui-même. Donc, oui, hein, l'ego est intact, ça, il n'y a pas de doute. Et puis bon, il s'éclate vraiment dans ses démonstrations de méthode parfaite pour en finir avec la vie, hein. Tom Cruise, c'est quand même l'un des seuls qui soit capable de te faire aimer tout ce que tu aurais détesté chez les autres. Ce gars-là, en fait, c'est un magicien. Maintenant, à la grande question de savoir si Ethan meurt à la fin. Alors, sans vous spoiler, moi, j'ai toujours estimé que, en vérité, la fameuse mission impossible, ça a toujours été de tuer Ethan Hunt, hein. Donc jusque-là, une mission... oui, impossible, hein. C'est bien, vous suivez. Et si la saga devait prendre fin, finalement, quand la mission est accomplie, justement, quand l'impossible a été effectué, à savoir de le tuer. Bref, comprendra qui voudra, voilà, je ne vous en dirai pas plus. Moi, si vous voulez avoir la réponse, je vous invite évidemment à aller voir ce film. Voilà, c'est pas un mauvais film, c'est d'ailleurs très efficace, mais c'est un film parfois très ridicule.
Donc voilà, pour moi, c'est vraiment dans le bas de la liste et c'est effectivement pas ce qu'on aurait voulu pour la fin de cette saga. C'est la raison pour laquelle je vais attribuer à ce Mission Impossible 8, The Final Reckoning, la note de 3 sur 5. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la réaction au trailer numéro 2 de Jurassic World Rebirth. Il fallait trouver Donnie Darko, sorti en 2001 et réalisé par Richard Kelly. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce fameux Mission Impossible. Voilà, comment est-ce que vous le sentez, où est-ce que vous le placez justement par rapport à un certain classement. Comme je l'ai dit, de toute façon, on fera donc un classement personnel sur la chaîne très bientôt. Voilà, sinon pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!